En une vingtaine de diapositives, je vais essayer en fait de vous faire une petite visite, une petite tournée. Est-ce que le micro marche? On m'entend bien? Oui? Ok. De la dimension ou du rôle que la communication joue dans ce qu'il est convenu désormais d'appeler la crise écologique. Alors, voici le plan que je vous propose. Outre l'introduction et une conclusion, une présentation en 4 points sur les jalons internationaux de ce qu'il est convenu maintenant d'appeler la diplomatie climatique, les rapports, l'éclaircissement des rapports entre communication et écologie. Ensuite, j'aborderai certains acteurs et les modalités d'intervention les plus récurrentes qu'on retrouve. Et enfin, je terminerai du point de vue du Sud, notamment. J'aborderai un certain nombre de considérations sur la justice environnementale, puisque la question climatique est bien entendu un locus, un lieu de confrontation et de reconduction d'un certain nombre de rapports de domination. Alors, introduction. La crise écologique est systémique. Elle affecte toutes les sphères et les dimensions de nos sociétés et de nos activités. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'un phénomène majeur qui change, si vous voulez, l'économie générale du fonctionnement de nos sociétés. C'est une préoccupation tout à fait centrale. On est confronté ici à un enjeu de réchauffement climatique. C'est l'une des dimensions centrales, c'est pas la seule. La biodiversité est également une composante extrêmement importante. La pollution en est une autre. La question des ressources naturelles, etc. Donc, quand on parle de crise écologique, c'est beaucoup plus vaste que la question climatique. La question climatique constitue une dimension parmi un ensemble de facettes qui est beaucoup plus vaste. Donc la question écologique est beaucoup plus vaste que la question climatique. Ça, c'est une première clarification qui est importante. Donc, on a des enjeux de survie des espèces, etc. On a des enjeux de gouvernance. Comment est-ce qu'on s'y prend pour gérer véritablement cette crise majeure à laquelle nous faisons face? Des enjeux technologiques. Vous savez qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la green tech, c'est-à-dire la technologie verte. Dans les solutions qui sont proposées, vous avez un certain nombre de solutions technologiques. Par exemple, la voiture électrique est une de ces solutions qui sont proposées. Maintenant, il convient de se poser la question, est-ce que c'est véritablement une solution quand on voit la manière dont un certain nombre de ressources cobalt, etc. sont extraites dans un certain nombre de pays comme la RDC? Donc, des enjeux de gouvernance, des enjeux technologiques, des enjeux de redécoupage disciplinaire, ça, c'est véritablement aux prises avec ce qui nous intéresse ici. L'ensemble des disciplines scientifiques sont affectées par la crise écologique. De quelle manière? Dans toutes les disciplines que vous connaissez, il y a des sous-disciplines qui s'intéressent à la question écologique. En communication, ça s'appelle la communication environnementale. En philosophie, ça s'appelle la philosophie environnementale. En histoire, ça s'appelle l'histoire environnementale. En anthropologie, vous allez trouver ça. En chimie, vous allez trouver ça. En comptabilité, l'ensemble des disciplines sont obligées, en raison de l'importance centrale de la question écologique, de produire un sous-domaine de recherche qui est spécifiquement destiné à s'attaquer à cette question écologique. Ça montre qu'en termes de savoir, nous faisons face à un défi très, très, très important. Et c'est important qu'on essaie aussi, du point de vue de nos sociétés, à se poser la question comment est-ce qu'on peut produire un savoir scientifique qui soit de nature à nous permettre de répondre à cette crise à partir des perspectives qui sont les nôtres et pas à partir des perspectives qui nous sont dictées. Des enjeux de communication, c'est l'objet de ce qui va suivre. Des enjeux de justice sociale, je vais terminer la présentation par des considérations de justice sociale. Donc, c'est dire que nous faisons face à véritablement si vous voulez, un changement de paradigme, c'est-à-dire à une mutation majeure qui est consécutive à cette crise écologique. À tel point qu'il y a un terme dont vous avez peut-être déjà entendu parler, si c'est pas le cas, vous en entendrez de plus en plus parler, c'est l'anthropocène. C'est quoi l'anthropocène? Dans la littérature, on a proposé un nouveau concept. L'anthropocène
qui serait une nouvelle époque géologique qui se caractérise par le fait que les humains sont devenus une force géologique, occasionnant des changements fondamentaux de la Terre et surpassant même les forces géophysiques. En d'autres termes, chez les climatologues, l'importance de l'impact humain sur le fonctionnement terrestre est tellement important qu'ils ont considéré pour la première fois de l'humanité l'espèce humaine est une force géologique. Avant, les forces géologiques, c'était la tectonique des plaques, les continents, etc. Aujourd'hui, on considère que l'humain, anthropos, ça veut dire humain, l'anthropologie, l'humain lui-même, est devenu tellement puissant à travers ses activités industrielles qu'il a la capacité de changer le fonctionnement même de la planète au niveau géophysique. C'est pas rien. Quelques notions importantes, quelques distinctions préliminaires. Je vous propose de clarifier un petit peu 4 concepts pour la suite des choses. Écologie, environnement, ces 2 termes étant souvent utilisés comme des synonymes, il importe quand même de savoir qu'il y a des différences. La communication environnementale et le développement durable. Chaque fois qu'on parle d'écologie, on s'intéresse à un système de relations. L'écologie, c'est une science qui a émergé au 19e siècle. C'est un système de relations permettant une adaptation des organismes vivants à leur milieu de vie. Donc, l'écologie, c'est une science qui a des rapports assez importants avec la biologie, mais c'est une science des relations entre les êtres vivants, entre eux et avec leur milieu. L'environnement, c'est plutôt la métaphore du milieu. L'environnement, c'est tout ce qui entoure, tout ce qui environne. Donc, c'est une métaphore spatiale ici. C'est un territoire conjointement naturel et social qui abrite des entités en interaction réciproque. Donc, c'est important. Chaque fois qu'on dit environnement, on pense au milieu. Chaque fois qu'on dit écologie, on pense aux relations. La communication environnementale, c'est un effet de la crise écologique sur le fonctionnement de la discipline communicationnelle dans le sens de ce que je viens de vous expliquer. C'est un champ d'étude et un espace de pratique qui a pour objet d'analyser et ou d'influencer les représentations sociales et les activités relatives à l'environnement. Donc c'est très important de comprendre que la communication environnementale, c'est un champ de réflexion, mais c'est également un champ de pratique. C'est à la fois des praticiens et des théoriciens. Et enfin, le développement durable, je vous en propose la définition canonique maintenant, qui date de 1987. C'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. N'hésitez pas, s'il y a des questions à tout moment, je peux les prendre pour pas aller plus loin si vous avez besoin de clarification. Alors, les jalons internationaux, je vais aller relativement vite. J'ai regroupé au minimum pour des besoins de concision, que vous comprendrez aisément. Alors, en 1972 est paru, 72 a été une année importante où il s'est passé un certain nombre de choses. Donc, il y a à peu près 50 ans. L'apparition d'un rapport traduit en français sous le titre « Halte à la croissance » est commandé par le Club de Rome. Ce rapport est connu sous le nom de rapport Meadows. Et c'est pour la première fois un document de cette envergure qui met de l'avant la nécessité de mettre un terme à l'impératif de croissance. L'impératif de croissance, il est hérité du capitalisme. Toujours produire plus, produire plus, produire plus. À quel coût, on ne s'est pas posé la question. Donc, pour la première fois, vous avez un certain nombre d'auteurs qui se réunissent et qui produisent un rapport où ils disent « Halte à la croissance, on risque d'aller dans le mur, on risque de se fracasser si on continue avec cet impératif de croissance sans se poser la question, finalement, de quelles sont les conditions ou les limites possibles de cette croissance. » Donc, c'est un rapport important où les auteurs affirment clairement que la croissance économique va de pair avec une pollution croissante. Le rapport Meadows aura un impact important sur les débats ultérieurs et influencera notamment l'émergence du concept de développement durable en 1987, la définition que je vous ai donnée juste dans le slide d'avant. Alors, 72 toujours,
a eu lieu en 1972 la conférence des Nations Unies sur l'environnement. Progressivement va émerger et se construire ce qu'on va appeler la diplomatie climatique. Tous les sommets, les COP dont vous entendez parler, COP 19, 18, 20, 21, etc., sont des occasions de diplomatie climatique où vont se tenir des négociations sur comment effectivement s'adapter à ça et comment vont être distribuées les responsabilités et les actions concrètes pour faire face à ça. 72 toujours a eu lieu la déclaration de Stockholm, très 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 importante. À l'issue de la conférence, va être produit finalement le concept de développement durable. Et lors de cette conférence, il y a un certain nombre de proclamations au nombre de 7 et 26 principes. Si vous tapez déclaration de Stockholm, vous allez voir très précisément comment a été structuré ce moment important de diplomatie climatique ou écologique. L'atténuation, c'est le fait de prendre des mesures concrètes pour réduire au niveau de chaque pays les émissions de gaz à effet de serre. Atténuation, c'est diminuer le niveau des émissions de gaz à effet de serre. Adaptation, c'est quoi? C'est permettre aux pays et aux populations touchées de faire face aux effets néfastes du changement climatique. D'un côté, réduire le niveau des émissions, de l'autre, aider les gens déjà impactés à faire face à ça. Vous comprenez tout de suite que du point de vue des pays du Sud, on va demander des mesures d'adaptation, alors que du point de vue des pays du Nord, ce qu'on va considérer comme plus important, c'est l'atténuation, c'est que tout le monde fasse un effort pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, cette partition conceptuelle, elle est importante. Adaptation, atténuation, elle permet de comprendre, de bien cadrer un certain nombre de discours. Alors, l'événement majeur, finalement, de la COP21, ça a été l'émergence de cette notion de contribution prévue déterminée au niveau national. Là encore, si vous voulez, on en discutera, mais c'est simplement que chaque pays, avant la conférence, va faire un diagnostic et va se dire on est en mesure de procéder à tel niveau d'atténuation, c'est-à-dire à tel niveau de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La COP21 a également été l'occasion de prendre la mesure du fait que la géopolitique du climat, il y a une géopolitique des rapports de force à l'échelle internationale concernant le climat, a connu des développements inédits avec l'essor de la Chine, qui est, et là encore, c'est des considérations de justice, la Chine est aujourd'hui le premier pollueur à l'échelle internationale, globalement. Mais, per capita, les États-Unis sont le premier contributeur. Vous comprenez le point? C'est-à-dire que, massivement, la Chine contribue plus, mais si on regarde la contribution de chaque Chinois, si on divise cette pollution par le nombre d'habitants, les États-Unis sont de loin devant. Les États-Unis sont massivement le deuxième plus grand pollueur, mais quand on divise par le nombre d'Américains, chaque Américain pollue, je ne sais pas combien de fois plus que chaque Chinois. Vous comprenez la nuance de la chose? Voilà. Alors, voilà donc pour les jalons internationaux pour dresser succinctement un petit peu la carte des enjeux à l'échelle internationale. Maintenant, plus précisément, du point de vue de la communication qui nous intéresse plus spécifiquement ici, là encore, une distinction entre l'écologie et la communication. L'écologie, c'est une science des relations. L'écologie, c'est une science naturelle, comme la biologie. L'écologie, au sens premier du terme, est une science dont l'objet est l'étude des interactions des êtres vivants entre eux et avec leur environnement, le tout formant un écosystème. La communication, c'est l'art des interactions. Et là, je vous propose une définition qui est très connue dans le sous-champ. C'est la définition de Cox, Robert J. Cox, qui date de 2010. Il dit la chose suivante. La communication environnementale est le vecteur pragmatique et constitutif de notre compréhension de l'environnement et de nos rapports au monde naturel. C'est le médium symbolique que nous mobilisons dans la construction des problèmes environnementaux et dans la négociation sociétale des différentes solutions à leur apporter. Alors, on va voir tout de suite concrètement qu'est-ce que ça veut dire cette définition très savante. Ce que ça veut dire que la communication est le processus symbolique
par le biais duquel la réalité est construite, maintenue, réparée et transformée. C'est très, très, très important. Chaque fois qu'on vous dit quelle est la validité communicationnelle de votre travail de recherche, voilà une définition que vous avez. La communication, c'est ce qui permet de produire la réalité. La réalité, elle est produite par la médiation de la communication. La communication, c'est un médium qui est incontournable pour appréhender la réalité. Ça fait quoi? Ça fait que la communication est le lieu central de production de la réalité. Ça veut dire que si on veut changer les choses, pour ce qui est de la crise écologique, il est absolument incontournable, sinon on n'a aucune chance de réussir, de passer par la médiation de la communication. Et de faire quoi? De changer les représentations des gens par rapport à l'environnement. Tout le monde a une représentation dans la tête par rapport à l'environnement. Pour que nos comportements soient plus vertueux, plus respectueux de l'environnement, il n'y a pas d'autre solution. On est obligé de passer par la médiation de la communication. On est obligé de mettre en place des activités, des pratiques, des stratégies de communication pour changer les représentations. Puisque une fois que les représentations vont changer, les actions par rapport à l'environnement vont changer. Dès lors, les systèmes dominants de la représentation de la nature deviennent l'objet de luttes acharnées, tant pour les conserver que pour les changer. Et donc, vous allez voir des entreprises qui ne veulent pas que les choses changent, qui ne veulent pas avoir de réglementation ou de régulation qui vont s'imposer à elles en leur disant vous n'avez pas le droit de faire ça parce que vous changez tels écosystèmes. Ces entreprises vont mettre en place des ressources pour mobiliser des stratégies de communication pour faire quoi? Pour conserver telles quelles les représentations relatives à l'environnement. Alors que les activistes, etc., vont mobiliser des stratégies, des plans pour changer l'ordre des représentations et changer le rapport de force existant. Donc, il est vraiment important de comprendre de ce point de vue-là la centralité de la discipline qui est la vôtre. La communication environnementale analyse et intervient sur la manière dont les humains communiquent à propos de leur environnement naturel. Elle se déploie dans de très, très, très nombreux sous-domaines. Dans la rhétorique du discours environnemental, c'est-à-dire de quelle manière parle-t-on de l'environnement? Quelle est la terminologie utilisée? Quels sont les registres lexicaux qui sont utilisés? Elle se déploie dans ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas si ça commence ou si c'est en voie, dans ce qu'on appelle le journalisme environnemental. Vous avez des journalistes dans un certain nombre de pays qui sont spécialisés de la même manière que vous avez des journalistes économiques, vous avez maintenant des journalistes qui sont formés aux problématiques de l'environnement et qui sont en mesure effectivement de maîtriser la terminologie et de rendre ces terminologies parfois assez complexes dans un langage qui est compréhensible par le lectorat. La participation du public dans les processus de prise de décision. Vous avez des processus de consultation régulièrement pour des projets qui ont un impact environnemental. Ça encore, c'est un domaine avec des modalités de participation, de consultation qui sont très spécifiques. Des campagnes de plaidoyer, j'en parlerai dans un instant, je définirai ce que c'est. La résolution des conflits environnementaux, la communication de risques ou de crises. Je veux dire, là encore, un gros domaine très, très, très important maintenant. Les représentations de la nature dans la culture populaire, par exemple, dans les bandes dessinées, ou dans les théâtres, ou dans les séries qui sont produites au Togo. On peut s'intéresser, ça peut être un sujet pour quelqu'un qui fait son master, quelles sont les représentations de la nature qu'on retrouve dans les séries togolaises, dans les bandes dessinées, dans les théâtres, etc. Et vous voyez, une fois qu'on l'a fait, ça peut être un diagnostic, voilà les représentations qu'on retrouve dans la nature, dans tel élément de la culture populaire. Elle n'est pas très vertueuse pour ce qui est de la préservation de l'environnement. Et ce qui vient après, c'est comment est-ce qu'on peut faire, quel type de campagne, quel type de pratique, quel type de communication pour changer ces représentations populaires. Alors, ça, c'est pas très, très visible, malheureusement. Mais vous savez ce qu'on appelle le développement durable. Le développement durable est à l'articulation de trois préoccupations, ce qu'on appelle le développement durable.
La première préoccupation, c'est l'économique. La deuxième, c'est le social. Et la troisième, c'est l'environnemental. C'est ça qu'on retrouve ici au milieu, la zone qui est colorée en vert. Ah oui, c'est plus clair. Tout à fait. Je peux grandir le cadre encore. Voilà. Là, vous voyez que quand vous entendez le terme dont vous entendez beaucoup parler, développement durable, c'est pas sorti comme ça. C'est Alors, vous voyez les trois sphères. En haut à gauche, c'est respect de l'environnement. En haut à droite, c'est avancée sociale. Et en bas, c'est efficacité économique. C'est les trois sphères. Et, deux par deux, par exemple, quand l'environnement rencontre le social, mais qu'il n'y a pas l'économique, on dit que c'est viable. Quand le social rencontre l'économique, mais qu'il n'y a pas l'environnement, on dit que c'est vivable. Vous voyez les trucs, comment ils se construisent? Et le durable, il faut que ce soit équitable, viable et vivable, ces trois, pour qu'on puisse dire que c'est durable. Donc retenez que le développement durable, c'est tout un travail conceptuel de très longue haleine qui articule ces trois dimensions que sont l'économique, le social et l'environnemental. Et chaque fois que vous avez deux dimensions sans l'autre, vous avez un adjectif qui est particulier. Je pourrais partager ça avec vos enseignants. Quand vous le regarderez en détail, ce sera plus évident peut-être. Et l'argument ici, c'est que ceci n'est pas suffisant. Il faut rajouter un quatrième. Le quatrième, c'est quoi? C'est le communicationnel. Le développement durable, tel qu'il est conçu de manière classique, à l'articulation entre le social, l'environnemental et l'économique, laisse de côté une dimension qui est tout à fait fondamentale. Cette dimension, c'est la communication, que nous avons rajouté ici à droite, et pas de développement durable sans véritable prise en compte d'un quatrième pilier qui est le pilier communicationnel. Et cette communication doit être fiable, c'est-à-dire qu'elle doit respecter le principe de transparence. Troisième point, je vous rappelle que j'en ai 4 avant d'aller vers la conclusion. Acteurs et modes d'intervention. Là encore, ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner un certain nombre d'outils que vous allez pouvoir creuser un petit peu pour vos travaux, s'ils sont pertinents pour vos travaux. Par exemple, vous avez des modèles, là encore c'est une simplification à outrance, des modèles politiques citoyens. Le premier, c'est le modèle du gouvernement. Le deuxième, c'est le modèle de la gouvernance. Le modèle du gouvernement, c'est un modèle qu'on qualifie en bon anglais de modèle top-down, du haut vers le bas. C'est un modèle décisionnel. Vous avez des décideurs qui prennent des décisions parce qu'ils sont investis dans un certain nombre de pouvoirs en raison de leur élection, etc., ou de nominations qui ont été faites par le pouvoir qui a été élu. Le modèle de la gouvernance, c'est un modèle dans lequel ce que vous allez avoir, c'est des parties prenantes. C'est un modèle beaucoup plus latéral. C'est un modèle où vous avez des catégories d'acteurs et il va y avoir un processus de discussion, de concertation pour arriver à un consensus. Donc, première distinction, gouvernement, gouvernance. Deuxième partition, ce n'est plus ici une bipartition, c'est une tripartition. Pour bien comprendre, vous avez une auteure très importante sur ces questions qui s'appelle Elinor Ostrom. O-S-T-R-O-M. C'est elle qui a pensé ce qu'on appelle le modèle de la théorie des communs. Alors, ce qu'elle dit, c'est que, là encore, il y a, par exemple, j'achète cette montre, elle m'appartient, j'en fais ce que je veux. Elle m'appartient, j'ai un titre de propriété dessus, c'est le modèle privé. C'est le modèle capitaliste classique.
un bien est acheté par un individu et ce bien appartient à cette personne. De l'autre côté, vous avez une propriété publique de l'État, l'État qui représente l'ensemble des citoyens. Donc vous avez des choses qui n'appartiennent à, par exemple, pensez quoi? Au service public de la télé. Ça n'appartient à personne, ça appartient à l'ensemble des citoyens. D'un côté, ça appartient à un individu, à l'autre extrémité du spectre, c'est la propriété publique, ça appartient à tout le monde à travers la médiation de l'État. Entre les deux, il y a un troisième registre. Ce registre, c'est le registre des communs. L'unité, ce n'est plus l'individu, ni la société en général, c'est la communauté. Vous voyez, on est dans un moyen terme entre l'individu et le collectif national. Elle dit c'est des collectifs organisés, c'est des communautés qui s'organisent, qui se prennent en charge. Qui se prennent en charge pour gérer quoi? Pour gérer une ressource. Cette ressource, ça peut être quoi? Ça peut être une forêt pour des paysans. Ça peut être un cours d'eau pour des pêcheurs. Ça peut être un moulin à mil où les gens se sont cotisés dans un village pour l'organiser, etc. Là va intervenir véritablement le registre d'organisation des communs à l'échelle de la communauté et non plus à l'échelle nationale ou à l'échelle individuelle. Donc ça permet aux communautés de s'autonomiser et de se prendre en charge. C'est pourquoi la dimension relative à la gouvernance est centrale pour une prise en charge autonome et démocratique par les communautés d'elles-mêmes et de leurs besoins. Donc ça, c'est pour les communs. Maintenant, comment intervenir concrètement? Vous avez une petite formule que j'aime bien parce que to plot en anglais, ça veut dire comploter, c'est ça. Ça veut dire avoir une stratégie pour avoir. Donc, vous voyez, c'est une bonne formule pour le retenir. En fait, ce que ça dit, cette formule, iPlot, c'est simplement, je mets en place une stratégie, ça permet, avec l'acronyme anglais de son truc, mais c'est simplement que l'impact est déterminé. Quand je parle de l'impact, c'est d'une action, son impact climatique ou son impact écologique, et déterminé par 4 grandes dimensions. La première, c'est la démographie. Je vous en ai touché moi en vous disant l'impact de la Chine au niveau global est plus important que l'impact des États-Unis, mais les Américains doivent faire plus d'efforts que les Chinois parce qu'un Américain pollue plusieurs fois que chaque Chinois. Donc, la population, c'est un facteur important. La deuxième, c'est les modes de consommation. Les modes de consommation occidentaux n'ont rien à voir avec les modes de consommation des pays du Sud. Je veux dire, vous allez regarder un Européen qui pollue beaucoup moins qu'un Américain, mais chaque Européen pollue peut-être la même chose que plusieurs dizaines d'Africains. Parce que leur impact carbone, la manière dont ils consomment les voitures, la climatisation, la voiture individuelle, le truc de la pelouse, etc. Je veux dire, par rapport à l'Africain moyen, ça n'a rien à voir. Le lifestyle, c'est véritablement ça, les modes de consommation, comment on produit, comment on consomme des produits qui ont un impact climatique très, très, très fort. L'organisation, c'est quoi? C'est les modes d'organisation, si vous voulez, entrepreneuriale. Quels sont les modes de production à l'échelle globale? Et enfin, la technologie conçue comme quoi, un pharmacon, c'est un terme grec qui veut dire que c'est à la fois le poison et le remède. La technologie fait partie du problème, mais la technologie peut donner un certain nombre d'outils pour résoudre en partie les problèmes. Donc ça, c'est un terme, poison et remède, c'est le sens de pharmacon qui a donné pharmacie, par ailleurs. Ensuite, je vais terminer ici avec la clarification de 2 modes d'intervention, le plaidoyer. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut changer l'ordre des choses? Il y a de très nombreuses techniques. L'une des techniques, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est d'essayer d'influencer le pouvoir politique. Penser le plaidoyer, c'est penser le gouvernement, ce n'est pas penser la gouvernance. Mais c'est très important parce que le pouvoir politique, le pouvoir public,
a une puissance très 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 forte, professeur Anaté est ici, ils font les lois qui s'imposent à nous. Donc pour changer la régulation, on est obligé de se rapprocher d'eux et d'essayer d'en faire des alliés pour qu'ils produisent des lois qui sont plus respectueuses de l'environnement. Puisque la régulation est faite par le biais des lois. Donc le plaidoyer, c'est d'essayer d'aller voir les décideurs ou les législateurs et d'essayer de les convaincre ou d'en faire des alliés pour changer un petit peu le cadre. Le plaidoyer peut mobiliser différentes stratégies, mais in fine, ça cherche à influencer la prise de décision au niveau local, provincial, national ou international, selon qu'on se trouve dans une fédération ou pas. Et les activités qu'on peut mobiliser sont très nombreuses, lobbying, marketing, social, éducation, etc. D'un autre côté, vous avez la sensibilisation. La sensibilisation, voyez, le plaidoyer monte en haut pour aller essayer d'influencer le décideur. La sensibilisation descend en bas pour aller au niveau des populations, pour essayer de changer quoi? Leur représentation, c'est ce dont j'ai parlé tantôt. Ces deux stratégies dont les directions sont inverses, mais pour changer l'ordre des choses, bien entendu, il faut les penser de manière complémentaire. Dernier slide avant la conclusion. Des considérations de justice environnementale très 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 importantes se jouent ici. La justice environnementale, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la part respective qui doit être prise en charge par les pays riches et par les pays pauvres. Les pays pauvres qui sont aux prises avec des considérations de survie qui sont parfois beaucoup plus urgentes qu'un certain nombre de considérations qui sont théoriques. Voyez, justice entre pays riches et pays pauvres, ce n'est pas la même chose que la justice entre les pays riches et les nations émergentes. Pourquoi? Quel est l'enjeu qui se trouve ici dans ce deuxième point? C'est l'enjeu de la conférence de Kyoto. Parce que les pays émergents, regroupés sous l'acronyme BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Maintenant, vous le savez, hein, la première puissance économique africaine, c'est le Nigeria. Et il y en a d'autres qui ont émergé depuis. Qu'est-ce qui se joue ici? C'est de dire, les pays émergents vont dire aux pays riches, vous ne pouvez pas nous mettre ces impératifs sur le dos parce que vous nous empêchez de nous développer. Vous avez profité du système pour vous développer. Et au moment où nous parvenons à émerger et à entrer dans le processus de développement, vous nous dites, stop, ça va détruire la planète. Il y a vous comprenez l'argument? Et ça fait beaucoup de débats. Ça fait beaucoup de débats. Ils disent, c'est pour ça qu'il y avait des responsabilités communes et différenciées. C'était suite à l'argument de ces pays-là. En disant, écoutez, le niveau de responsabilité ne peut pas être le même. Il doit être très élevé sur vous. Il doit être moyen sur nous, sur les pays pauvres qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas émergents. Le niveau qui doit peser sur eux doit être faible. Donc c'est ça qui se joue ici dans ce deuxième point, qui n'est pas du tout, même si vous pourriez penser que c'est le même, c'est pas du tout le même. Ensuite, il y a des considérations de justice intrasociale. C'est un panorama très 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 complexe. Quand vous allez dans chaque pays, et que vous regardez le revenu, vous allez voir les classes sociales supérieures au Togo, ici, les classes sociales supérieures vont avoir un impact écologique beaucoup plus important que en d'autres termes, il y a la question de la classe sociale qui va jouer à l'intérieur même des trucs. Donc, voyez comment c'est plus au niveau des pays, c'est également à l'intérieur des pays eux-mêmes. La justice liée au genre. Le genre est une dimension absolument structurante et importante de tous ces enjeux liés à la question climatique. La justice intergénérationnelle, c'est en lien avec le développement classique du développement durable qu'on a vu tantôt. À quelles conditions pouvons-nous ou devons-nous laisser cette planète en l'état pour qu'elle soit vivable pour les générations qui vont suivre?
Et puis vous avez toute la question des éthiques pratiques, c'est-à-dire comment les communautés, moi c'est à ça que je m'intéresse dans l'ouvrage que je suis en train de faire, comment, alors qu'on est en train de chercher plein de solutions à l'échelle internationale dans la diplomatie climatique, comment à l'échelle des communautés, il y a depuis très 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 longtemps des pratiques qui peuvent servir d'exemple, mais qu'on ne voit pas parce qu'elles sont minéreuses, elles sont trop bas, etc. Comment les faire émerger et s'en servir finalement comme piste de réflexion pour changer l'ordre des choses. Et conclusion, ces deux dimensions qu'on oppose très 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 fortement de l'écologie et de l'économie, finalement, c'est un divorce qui est relativement récent parce qu'à l'origine, l'écologie et l'économie viennent du même noyau. Ce noyau, c'est ce qu'on appelait dans la Grèce ancienne l'oikos. Oikos, c'est pour ça que économie et écologie commencent tous les deux par écho. À l'origine, l'économie, c'était quoi? C'était l'économie domestique. C'était comment on gérait la maison avec les ressources, le pater familias, etc. Et dans l'économie traditionnelle, on se posait la question, comment faire que cette domesticité, la gestion de cette domesticité, elle soit viable, elle soit durable, comment faire que cette famille puisse perdurer et continuer dans le temps. Et progressivement, avec l'essor industriel, etc., on a eu un désarrimage absolument complet où aujourd'hui, pour nous, l'économie, c'est des forces qui nous dépassent alors qu'elles sont en lien avec la question de l'écologie, la famille dans son milieu, comment faire pour que dans ce système de relations, on ait quelque chose qui puisse continuer pour le mieux. Voilà, je vais m'en arrêter là. Merci.